Voici donc le portrait de Ludivine Thénard. Elle est installée sur les canapés. Elle va nous parler évidemment de son expertise et de la manière dont elle peut vous accompagner dans votre vie de tous les jours, dans votre remise en question. C'est une remise en question, votre accompagnement, quelque part. Oui, tout à fait. Une prise de conscience. J'accompagne vers la prise de conscience. Vers la prise de conscience. Ouais. Voilà. On va voir votre parcours et on va voir aussi. Alors, d'abord, vous n'êtes pas en France. Non, moi je suis expatriée. Je vis à Berlin depuis une douzaine d'années. Bon, pour des raisons professionnelles? Au départ, personnel, je dirais. Okay. J'avais une certaine relation avec l'Allemagne. J'ai eu envie de m'expatrier. Puis ensuite, j'ai rencontré mon mari là-bas. Qui lui est allemand? Qui est américain. Oui, d'accord, rien à voir. Voilà. Bon. Et puis on est resté. Oui, je vis à Berlin depuis une douzaine d'années. Alors, d'abord, évidemment, la visio va permettre votre accompagnement, votre expertise. Et on va voir ce que vous préconisez. Dans votre titre, vous êtes thérapeute holistique. Alors, c'est un titre assez générique, Ouais. assez large. Quelle définition vous donneriez à ce titre de thérapeute holistique? Moi, je me considère thérapeute holistique parce que j'utilise plusieurs techniques holistiques, donc qui sont la sophrologie, la pleine conscience, le magnétisme, les soins énergétiques. Mais pour moi, un thérapeute holistique, c'est quelqu'un qui va plus loin que les symptômes physiques. Il ne va pas se contenter de prendre en compte les symptômes physiques de la personne qui l'accompagne. Il va s'intéresser à l'être dans son ensemble. On va, à travers différentes techniques, on va essayer de lier le corps et l'esprit pour soigner l'âme, finalement. Voilà, en tout cas, vos trois angles d'expertise sont la sophrologie, la pleine conscience et le magnétisme. J'ai commencé par la sophrologie et la pleine conscience. Et ensuite, j'ai suivi mon éveil spirituel, comme beaucoup. Et le magnétisme est arrivé quelques mois après. Alors, on va voir évidemment votre parcours de vie, mais on va voir aussi, est-ce que cet éveil spirituel dont vous parlez est arrivé difficilement, tardivement, ou est-ce que c'était déjà quelque chose véritablement que vous aviez en vous depuis le début et vous le saviez? Alors l'éveil spirituel, je pense qu'il a commencé, là j'ai 40 ans, je pense vers les 38 ans, 37-38 ans. Oui, c'est tard. Mais ceci dit, il vaut mieux que ce soit... Mieux vaut tard que jamais, comme dirait l'autre, donc peu importe après tout. Mais disons que vers 37 ans, 38 ans, j'ai eu la prise de conscience, mais ça fait 3 ans que je comprends qu'en fait, il y a quelque chose depuis le début, depuis toute petite. Mais comme chez tout le monde finalement, et je me rends compte aussi que là, ces derniers mois, les personnes qui viennent vers moi, mes patients, finalement, sont aussi en éveil spirituel, mais ils ne le savent pas. Et s'ils viennent vers moi, c'est pas un hasard en fait. La démarche fait que, prouve que, déjà dans l'absolu. Alors, dans l'index, on aime particulièrement retracer les parcours de vie, savoir d'où vous venez, ce que vous avez fait, etc. Et la raison pour laquelle vous décidez de vous orienter dans cet accompagnement en tant que thérapeute holistique. Alors, vous n'étiez pas du tout prédestiné à ça, pour le coup, au départ. Non, vous n'avez pas un cursus de thérapeute. J'ai fait des études de commerce international. Rien à voir? Non. Assez cartésien pour le coup? Oui, bon après j'ai toujours été quand même attirée par l'invisible, on va dire. Mais sinon, oui, moi j'adorais pratiquer les langues étrangères. Mais je voulais ni être prof ni traductrice. Donc j'ai travaillé dans l'import-export pendant 13-14 ans. J'ai adoré mon travail, j'ai beaucoup voyagé. J'ai rencontré des gens super, j'ai adoré mes collègues. Mais oui, là, on était vraiment loin de la sophrologie. C'était de l'adrénaline tous les jours. Je travaillais dans les produits frais et les ventes au quotidien. Voilà, beaucoup d'adrénaline. Et donc, oui, mon quotidien d'aujourd'hui n'a rien à voir avec mon quotidien d'il y a quelques années. Je pose souvent la question, si c'était à refaire? Ah, je ne changerais rien. J'ai adoré ces années-là. Et puis, j'étais quelqu'un d'assez réservé quand j'étais gamine. Et ça m'a fait mûrir. J'ai pris de l'assurance, j'ai pris confiance. J'ai appris plein de choses. Et surtout, j'ai appris ce que c'était le stress, l'anxiété. Et ce que c'est que de vivre sous adrénaline tous les jours. Ce que c'est que de se mettre la pression, d'avoir la pression, de construire une famille en ayant une carrière quand on est une femme et d'avoir des responsabilités.
de ce qui change ensuite quand on a des enfants, comment on peut tout combiner. Et donc non, toutes ces années d'expérience font ce que je suis maintenant. Ce que vous êtes aujourd'hui. Et ça me permet d'être aussi crédible dans mon accompagnement, parce que je peux comprendre ce que vivent les personnes qui viennent me voir. Que ce soit des hommes qui travaillent beaucoup ou des femmes qui travaillent, qui ont des enfants. Enfin voilà, j'ai un vécu qui fait que je vais aussi comprendre la personne en face. Est-ce que ce sont des gens, on va en parler évidemment de ceux qui vous consultent. D'ailleurs, j'ai remarqué que vous ne dites pas client, mais vous dites patient. Oui, parce que au tout début, je suis sophrologue. Je travaille dans un cabinet de thérapeutes avec des psychologues. Et c'est vrai que oui, j'ai l'habitude d'appeler en tant que sophrologue les clients patients. Ce qui fait la différence d'ailleurs avec d'autres qui préfèrent effectivement le terme de client, mais bon. Chacun. Et encore une fois, chaque accompagnement de ceux qui viennent s'installer sur ces canapés pour parler de leur index, évidemment, ne se substitue pas, ça ne se substitue pas à un avis médical ou à un traitement médical. Il faut bien préciser les choses. Oui, tout à fait. Et surtout, la sophrologie, ça ne remplace pas une psychothérapie non plus, voilà, le magnétisme non plus. Et c'est pour ça que je dis bien thérapeute holistique. Je ne prends pas la place d'un médecin ni d'un psychologue. Ça, c'est important de le préciser. Dans ceux et celles d'ailleurs qui vous consultent, vous dites le deuil est une des thématiques centrales, notamment dans votre famille. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que ça, je l'ai compris il n'y a pas très longtemps. Mais déjà, à ma naissance, quand je nais, ça fait 1 an à peine que ma mère a perdu son père. Donc déjà, voilà, dans la famille du côté de ma mère, on est en deuil. Et ensuite, quand j'ai 6 ans, mon père perd son frère. Donc, ils ont 33 ans et 30 ans. Et donc là, c'est... à partir de ce moment-là, je vis entourée de gens brisés, quoi. Enfin, ma grand-mère, je pense qu'à voilà, à partir de l'âge de mes 6 ans, je vais la voir habillée en noir toute sa vie. Ça va peser vraiment dans mon enfance. Et puis ça, je l'ai compris aussi il n'y a pas très longtemps, que j'ai été une enfant aussi hypersensible et où je ressentais beaucoup les énergies et je ressentais vraiment cette peine, cette tristesse. Et mon père aussi, c'était très difficile pour lui. Et puis quand j'ai 12 ans, je perds aussi l'une de mes tantes dont j'étais très très proche. Parce que vous êtes une famille très unie dans l'absolu. En tout cas, vous êtes très très proche de l'ensemble de votre moi, famille. Je viens du Nord, je viens du Pas-de-Calais, chez les Ch'tis. Et la famille, c'est assez important. Je viens d'une très grande famille, une grande famille très proche. Très famille, donc oui, même si je sais que pour certaines personnes, si on va dire j'ai perdu une tante, un oncle, voilà, si on les voit 2 fois par an, c'est pas la même relation. Mais là, c'est vraiment des gens. À 12 ans, je perds quelqu'un dont je suis très très proche, et donc là, c'est moi-même qui expérimente le deuil à 12 ans. Donc vous vous construisez avec ça en fait. Ouais. Tout votre parcours se fait justement sur cette lourdeur. Et notamment cette gestion du deuil qu'on ne vous apprend pas, j'imagine, dans votre famille, avec vos proches. J'ai envie de dire, ils avaient assez à faire avec eux-mêmes. Oui, c'est vrai que mon père perd un frère et une sœur en quelques années. Ma mère qui avait perdu son père. Voilà, ça fait partie de la vie. Et puis, je ne dis pas que je n'ai pas été accompagnée. J'ai reçu beaucoup d'amour. Enfin, voilà, le deuil, ça faisait partie de mon enfance, mais sinon, moi, j'ai une enfance très heureuse. Oui, vous dites, oui, bien sûr. J'ai reçu énormément d'amour, beaucoup de bienveillance autour de moi. Et même si les personnes autour de moi sont tristes, elles continuent à vivre et on fait la fête et on vit et j'ai des super souvenirs. Mais oui, moi, je me dis, waouh, les gens meurent, quoi. Enfin, les gens que j'aime, ne sont pas éternels. Voilà, les gens que j'aime peuvent mourir n'importe quand, n'importe comment. Et là, je commence à développer de l'anxiété quand même. Je me rappelle, mon père rentrait tard le soir du travail et je savais qu'il rentrait à 21h50. Et si à 22h, il n'était pas là, je m'imaginais qu'il avait peut-être eu un accident sur la route. Ou, voilà. Donc ça, je vais apprendre à le gérer aussi quand je serai adulte.
d'arrêter d'avoir peur. Bon, en tout cas, votre cursus, on l'a bien compris, du commerce international, et il y a toujours un switch, il y a un point de bascule, il y a toujours un moment où on se dit, c'est plus possible. Vous parliez justement de la pression que vous aviez, la gestion du stress, l'adrénaline que vous aviez quotidiennement dans votre première activité, première partie de vie, j'ai envie de dire. Et le switch, c'est la naissance de votre deuxième enfant ? Oui, parce que donc vers 30 ans, j'ai ma fille, enfin vers 32 ans, j'ai ma fille, tout se passe bien, j'arrive à trouver un équilibre. Entre vie pro et vie perso ? Ouais, je suis assez indépendante dans mon travail et j'arrive à m'organiser et là, ça se passe bien. Par contre, j'ai mon deuxième enfant juste au début du Covid et je pense pas que c'était mon travail le problème, parce que j'aimais ça et je pense que le souci, ça a été la façon dont j'ai essayé de tout concilier, ou de tout faire. Ma façon d'appréhender le quotidien, le stress. Comme beaucoup de personnes, je ne me mettais pas de limites, j'essayais de tout faire. J'essayais d'être parfaite dans tous les domaines. Voilà. On pourrait en parler longtemps, mais donc il y a un moment, oui, je ne peux plus, mais je pense que c'est le Covid aussi qui a un peu forcé les choses parce que j'étais à Berlin, mais en Allemagne, on a eu les écoles fermées et les crèches fermées pendant plusieurs mois. Et donc, j'étais en télétravail à la maison. Avec les deux petits. Avec les deux, dont un bébé, où le deuxième confinement, il avait 1 an, mais donc accroché à moi, les téléphones avec les clients. J'avais une équipe à gérer à distance. Grosse remise en question, pour le coup. Là, le stress a pris trop de place. Je ne me reconnaissais plus. Alors, et c'est là où effectivement la prise de conscience arrive. Mais c'est toujours intéressant de savoir à quel moment, d'abord il y a cette prise de conscience, et 2, comment est-ce que le côté thérapeute entre dans votre vie à ce moment-là. Pourquoi avoir choisi la sophro, puis ensuite la pleine conscience, puis ensuite le magnétisme ? Je pense que la vie nous donne toujours un petit coup de pouce. On a eu une opportunité de déménager à ce moment-là. Et c'est vrai que mon mari étant américain, je m'étais toujours demandé si un jour on partait aux États-Unis, qu'est-ce que je pourrais faire. Et j'avais pensé à être coach parce que j'aime bien accompagner les gens. Et puis, donc je commençais à y réfléchir un petit peu. Et un jour, je vais faire une séance de shiatsu. Et pendant cette séance, je me dis, mais c'est ça que j'ai envie de faire. J'ai envie d'accompagner les gens, mais en même temps, j'ai envie de les aider à retrouver une sensation de sérénité, de détente. Mais en même temps, je ne voulais pas masser ou je ne voulais pas un contact physique avec les gens. Et là, je rentre et sur Google, je cherche des formations. Et je vois le descriptif de la sophrologie et je me dis, mais c'est ça, moi. C'est ça que j'ai envie de faire. Donc là, je m'inscris pour une formation en sophrologie. Qui va durer combien de temps ? Je vais la faire sur 6 mois. Et en même temps, quelques jours à peine après, je reçois une publicité. Je ne sais plus sur quel réseau, j'étais en train de scroller. Et je vois une publicité pour une formation en pleine conscience. Et là, je regarde le descriptif et je me dis, mais ça va me faire du bien. Mais à la base, je fais cette formation pour moi. Pour vous. Et donc là, je commence le programme de pleine conscience en même temps que je me forme à la sophrologie. Et donc, je pratique la sophrologie pour moi, pour apprendre. Et je pratique la pleine conscience. Je fais un programme de 8 semaines. Et là, c'est juste... révélation révélation... je commence à me sentir beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Je me reconnecte à moi. Je sais ce que je veux. Je sais ce que je ne veux plus. Je sais où j'ai envie d'aller. Et j'ai envie de le transmettre aussi. Et le transmettre. Et tout ça parallèlement, en continuant votre activité dans l'import-export ? Non, je venais juste de démissionner. Je pense que j'ai eu 1 mois de battement à peine. Mais non, même pas. Je pense qu'à la fin de mon préavis, je commençais tout de suite derrière. Donc je médite. Oui, je médite. Je pratique la pleine conscience. On en parlera, mais la pleine conscience, c'est pas seulement méditer. Voilà, c'est plein de choses. La sophrologie. Et donc, j'apprends à gérer mon stress. Je change mes habitudes. Je me rends compte de ce qui crée mon stress, en fait. Et là, mais ça s'est fait rapidement. Je pense qu'en 2-3 mois, mon quotidien a complètement changé. C'est-à-dire que vous mettez en application sur vous. Oui. Déjà, vous testez sur vous.
les principes de base de la sophrologie et de la pleine conscience. Ouais. C'était ma première patiente finalement. Exactement. Et la transformation, vous la sentez tout de suite. L'évolution, la modification. Ouais. C'était juste évident. Et donc, mais déjà la première semaine, quand on commence à pratiquer, voilà, on sent les bienfaits, mais au bout du programme de pleine conscience, et puis oui, après, bon, voilà, il faut du temps pour changer des habitudes quand même, des habitudes qu'on a depuis 15 ans. Mais oui, au bout de 2-3 mois, je suis déjà métamorphosée, et là, j'écris, du coup. J'écris mon premier livre, et je pense parce que envie de transmettre, justement, je me suis dit, mais elles sont des milliers dans mon cas, enfin les mamans à l'époque. C'est vrai. Et je me suis dit, mais il faut que je leur dise qu'il y a la pleine conscience, quoi. Faut que je transmette. Alors, expliquez-nous un petit peu le principe, justement, de cette pleine conscience. Et comment est-ce que... Ce sont souvent des mots un peu abstraits. Et c'est souvent... Enfin, c'est parfois... un gros mot, quoi. Oui, ça englobe tellement de choses, pleine conscience. Et les gens qui disent... Alors, il y a ceux, évidemment, qui sont en permanence en lévitation sur leur nuage et qui se disent « Mais oui, moi, j'applique la pleine conscience, etc. » Mais concrètement, comment expliquer ça et comment la mettre en application? Alors, c'est vrai que la définition de la pleine conscience, c'est être dans l'instant présent, voilà, sans jugement, sans contrôle. Souvent, certains vont associer ça à la pratique de la méditation aussi. Et donc, quand on en parlait tout à l'heure, la méditation, en général, quand on pense à méditation, c'est je suis assis, les yeux fermés, j'arrête de penser. Mais non, en fait, la pleine conscience, oui, ça va essayer d'être dans l'instant présent un maximum. Pourquoi? Parce que quand on est dans le passé, on va créer du stress, parce qu'on va ruminer, on va penser à des choses négatives. On va avoir des regrets, de la culpabilité, de la colère. Enfin voilà, parfois quand on est trop dans le passé, ça va générer des émotions négatives. Ou alors, si on n'est pas dans le passé, on est dans le futur. Donc on se projette à demain, à dans 5 ans, à dans une semaine, ou même à dans 15 minutes. Mais souvent, on va se projeter négativement. Voilà, on va se dire, oh là, je ne sais pas, s'il neige, je vais glisser, je vais tomber. Si je suis en retard, je vais louper l'émission. Et là, on crée de l'anxiété. Et donc, le fait d'être le plus souvent possible dans l'instant présent, on réduit forcément le stress et l'anxiété. Donc ça, c'est déjà une chose. Mais ensuite, la pleine conscience, c'est juste... pratiquer plusieurs principes, enfin appliquer, pardon, plusieurs principes. Par exemple, le non-jugement, d'essayer de ne pas être trop dur avec soi-même et avec les autres, de se dire qu'on fait de son mieux. Ça va être la patience. Alors moi, la patience, c'est pas du tout mon truc. Mais la patience, c'est quoi en fait en pleine conscience? C'est accepter le cours naturel des choses en fait. Donc je sais pas, peut-être que moi j'ai dû expérimenter un peu ça. Par exemple, on devait aller aux États-Unis, j'avais fait une demande de visa qui n'arrivait pas. Et c'est que c'était comme ça, enfin, il fallait patienter. Ou ça peut être juste patienter dans les bouchons. Mais voilà, c'est juste des petites choses comme ça. Quand on les applique dans le quotidien, on va être un peu plus relax. Parce qu'on va moins s'énerver, en fait. Et après, vous dites que la transformation vient du fait que ça devient un automatisme. Oui. Parce que quelque chose qui m'a beaucoup aidée aussi, enfin 2 choses, c'est la déconnexion aussi. Parce que j'ai été très connectée, forcément. Vous parlez des réseaux sociaux et tout ça? Ah ouais. Pas forcément réseaux sociaux, mais le téléphone, on va dire. La télé ou les nouvelles. Et donc aujourd'hui? Alors, j'applique depuis 3 ans un principe simple, c'est que quand je me réveille, j'attends entre 30 minutes et 1 heure avant de regarder mon téléphone. Voilà. Alors qu'avant, je me levais, je prenais mon téléphone et j'étais même au téléphone avec mes clients pendant que je donnais le petit déjeuner à mes enfants. Et donc, le fait d'attendre un peu, voilà, on se réveille en conscience, on va se doucher, on va prendre son petit déjeuner avec les gens qu'on aime, on va être concentré sur ce qu'on mange et surtout on va être connecté à soi. C'est tiens, comment je me sens aujourd'hui? Est-ce que je suis fatiguée ou pas? Tiens, j'ai rêvé de ça. Ou ah tiens, je vais appeler un tel, je ne l'ai pas eu depuis longtemps. Mais on attend. Voilà, de se réveiller en conscience.
Et puis bon, parfois le soir aussi, c'est bien aussi. Mais c'est vrai qu'au réveil, parce que dès qu'on a le téléphone dans les mains, on produit de l'adrénaline. Et donc, on est sous adrénaline ensuite toute la journée. C'est vrai. Et j'ai appris à réguler ce taux d'adrénaline au cours de la journée. Donc ça, c'est vrai que c'est la première chose. Et dans la journée, le reste de la journée, la pleine conscience, elle intervient de quelle manière? C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous faites quelque chose, vous le faites en conscience? On ne peut pas toujours être en conscience. J'imagine que non. Mais par exemple, un autre principe qui est facile à appliquer et qui est très efficace, c'est de faire une seule chose à la fois. Par exemple, si je prends le petit déjeuner avec mes enfants, je prends le petit déjeuner. Je n'écris pas un mail en même temps. Si je donne le bain aux enfants, je n'écris pas un mail en même temps. Ou je ne téléphone pas en même temps. Parce que c'est ce que je faisais avant. Et le fait de faire plusieurs choses en même temps, on produit de l'adrénaline. Et on ne s'en rend pas compte, en fait. Et donc, on produit de l'adrénaline toute la journée, sans l'éliminer. Et ça va créer ensuite des insomnies, des crises d'angoisse, parfois le burn-out aussi. Et donc, c'est plein de petites choses comme ça dans le quotidien qui font qu'on réduit ce taux d'adrénaline et on est moins stressé. Alors, vous avez parlé du matin, c'est très intéressant la pleine conscience, mais vous avez parlé du matin, vous avez parlé de la journée, 2-3 petits exemples. Le soir, par exemple, ouais. Vous éteignez vos téléphones et vos réseaux et votre ordinateur tant de temps avant d'aller vous coucher ou des choses comme ça. Ça, c'est ce qu'on dit aussi quand on pratique la pleine conscience. On évite en tout cas les écrans, les choses comme ça. Alors j'essaye, moi j'aime bien lire le soir, mais c'est vrai que je suis aussi très occupée la journée et j'ai pas trop le temps d'être sur les réseaux la journée. Donc le soir, parfois, oui, je vais prendre quelques minutes pour regarder. Mais sinon, moi j'aime bien lire pour m'endormir ou je vais faire une petite méditation ou une relaxation. Donc la sophro, la pleine conscience, et puis le troisième angle que vous expérimentez et que vous proposez aussi dans votre accompagnement, c'est le magnétisme. Ouais. Comment ça arrive dans votre vie, ça, le magnétisme? Le magnétisme, alors j'ai toujours entendu parler du magnétisme dans mon enfance parce que je sais que mes parents consultaient des magnétiseurs. Ah. Moi, j'ai consulté un magnétiseur aussi, je pense quand j'avais 23 ans, et quelqu'un qui m'a accompagnée à distance, parce que lui, il était du côté de Nantes et moi à Berlin. Et je l'avais 2-3 fois par an, voilà, il me faisait pour une séance soins, voilà. Ouais. Et puis, c'était au-delà du magnétisme, et d'ailleurs, c'est ce que je fais maintenant. Ce qui est drôle, la vie, c'est un accompagnement finalement. Parce qu'il ne se contentait pas de me magnétiser, il m'accompagnait, il me donnait aussi des conseils. Et c'est vrai que c'est ce que je fais aujourd'hui pour gérer le stress, l'anxiété. Il m'a aidé à gérer mon stress et mon anxiété. Mais il y a encore 1 an, j'aurais jamais cru pratiquer le magnétisme. Enfin, moi. Comment est-ce que vous avez été formée aussi pour ça? Oui, mais je m'en suis rendu compte un peu toute seule. J'ai des pierres à la maison, voilà, du quartz rose, des choses comme ça. Et il y a un moment, j'en ai un très gros à côté de mon lit. Et je me suis rendu compte que quand je l'avais dans les mains, ça brûlait, voilà, ça chauffait les mains. Donc je me suis renseignée un petit peu. Et puis, voilà, j'ai lu que ça pouvait être du magnétisme. Et puis, par hasard, j'ai été en contact avec une magnétiseuse médium qui m'a dit que si j'arrivais pas à ce moment-là, en fait, à vivre encore de mon activité, c'est parce que j'avais pas encore vraiment trouvé ma thérapie à moi. Okay. Et que j'avais des choses à développer, notamment dans le magnétisme et l'énergétique. Et du coup, je me suis dit, bon, j'y vais ou j'y vais pas. Et je vais bon, allez, on y va. Et donc, j'ai fait une formation en Lao Chi. Donc, son énergétique Lao Chi. Et donc là, on ouvre le canal et puis le magnétisme se développe au fur et à mesure de la pratique. Et donc, à distance aussi, pour le coup, pour vous? Oui, à distance. Vous le faites aussi à distance? Oui. Ça, c'est important. Et quand vous m'avez vu m'asseoir en me disant oui, réflexe, douleur au dos, tiens, une petite séance de magnétisme. Non, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, évidemment, votre champ d'action, il est quand même assez large. Ça veut dire est-ce qu'il y a une des 3 pratiques que vous affectionnez particulièrement plus que une plus qu'une autre? Je dirais celle qui vous correspond le plus, en tout cas.
C'est dur de choisir parce qu'elles se complètent quand même, toutes les trois. Et je me suis rendu compte que le magnétisme, je ne pouvais plus m'en passer dans l'accompagnement parce que j'ai vu les limites de la sophrologie et de la pleine conscience, finalement, dans la guérison, en fait. La sophrologie, la pleine conscience, c'est primordial parce que c'est la personne que j'accompagne qui va agir. C'est elle qui va faire les exercices de respiration de façon autonome. Moi, je guide, en tant que sophrologue, on guide la personne. Donc là, c'est elle qui va appliquer les exercices dans son quotidien, c'est elle qui va pratiquer la pleine conscience. Moi, je vais lui donner des conseils, je vais lui donner des outils. Et c'est très important pour moi que les personnes que j'accompagne puissent se débrouiller sans moi. L'objectif, ce n'est pas d'être dépendant du sophrologue ou du thérapeute. Et la sophrologie et la pleine conscience, ça va les aider à prendre conscience de comment elles vont. Est-ce qu'elles vont bien, est-ce qu'elles ne vont pas bien? Qu'est-ce que je dois changer dans ma vie pour aller mieux? Qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce qui ne me fait pas du bien? Donc les prises de conscience, c'est à elles de les avoir. Ce n'est pas moi qui vais dire « vous devez changer ça ou ça ». Et ça se fait avec la pleine conscience et la sophrologie. Par contre, le magnétisme, avec le magnétisme, on va venir travailler sur des choses invisibles, la pollution énergétique, les blessures émotionnelles. Voilà, parfois, on va être fatigué parce qu'on est pollué énergétiquement et on ne le sait pas. Et donc, ça va venir compléter l'accompagnement, on va dire, le soin. Qui sont les gens qui viennent vous voir, alors, pour le coup? Qui sont ces gens qui vous consultent? Est-ce qu'ils savent tous pourquoi ils doivent venir, pourquoi ils viennent? En général, ce sont des personnes assez stressées, angoissées, anxieuses, qui ont vécu des traumatismes, qui ressentent simplement un mal-être, soit depuis quelques jours ou depuis quelques semaines, quelques mois, voire quelques années. Des burn-out, des dépressions, des maladies chroniques, et qui en général ont essayé plein de choses ou qui ont fait des thérapies depuis des années et puis ça va toujours pas. J'ai des collègues psychologues qui m'envoient certains de leurs patients pour gérer le stress et l'anxiété. Voilà, pour la en complément de leur accompagnement à eux. En complément, bien sûr. Ouais. Et avec la sophrologie, au bout de 2-3 séances, déjà la première séance, en fait, on se reconnecte à son corps, on retrouve une sensation de bien-être, de sérénité. Et quelqu'un qui est en dépression depuis des années ou qui est anxieux depuis des années, il va faire une séance ou 2 ou 3 et il va se dire « Ah oui, je peux à nouveau ressentir du bien-être, de la sérénité. » Et donc ça va redonner confiance, ça va redonner confiance en soi, confiance en la vie, confiance en son corps. On va se reconnecter à son corps parce que parfois il y a des patients qui sont complètement... il y a une rupture avec le corps finalement, on rejette complètement. Alors le corps, il parle, il essaye de dire « ça va pas » et il va dire avec un mal de dos. C'est pareil, le mal de dos, c'est symbolique. Ou avec des migraines, ou avec une fatigue intense qu'on traîne depuis des mois. Voilà, le corps parle et en même temps, il y a certaines personnes qui sont en rupture totale et qui vont rejeter leur corps. Et donc, plus on rejette, pire c'est. Et la sophrologie, la pleine conscience, voilà, on va écouter son corps, on va se reconnecter, on va écouter et on va se dire, on va prendre conscience, on va dire, ok. Ok, bon. Sur la sophrologie, techniquement parlant, puisque vous êtes à distance, comment est-ce que vous procédez? Alors, j'ai un cabinet quand même à Berlin, donc j'ai une clientèle francophone à Berlin, parce qu'il y a pas mal de Français sur Berlin. Donc finalement, j'ai pas tant de visio que ça, mais j'ai des patients en France et la sophrologie, ça marche très bien. Que ce soit la sophrologie, la pleine conscience, la méditation en visio. Et les soins énergétiques sont aussi à distance. Donc, souvent, ça dure 1 heure en visio. Et la première séance, une anamnèse qui est très importante pour moi, où il y a un temps d'écoute, d'échange. Et d'échange, oui. Ouais. Je vais tout faire pour comprendre la personne, voilà, pour identifier les sources du mal-être. Donc, la première séance, on va pas mal discuter. Mais ensuite, les exercices de respiration, je peux les montrer en visio. On fait la relaxation en visio.
Il faut simplement une bonne connexion Internet et être au calme. Voilà. Faut pas le chien, le chat à côté. C'est ça, le téléphone qui peut sonner à tout moment. Voilà. Mais si on est au calme et qu'on a une bonne connexion, ça fonctionne. Alors, dans un instant, je vous demanderai de nous raconter juste une anecdote, parce que je dis souvent à tous ceux et celles qui s'installent ici pour raconter leur index, de nous conter une histoire, un fait, une patiente, une cliente qui vous a profondément marqué peut-être, qui vous a ému, où vous avez vu cette transformation entre l'avant et l'après. Parce que je trouve que c'est assez intéressant d'entendre justement ces tranches de vie-là et ces histoires-là. Mais qu'est-ce que ça a changé dans votre vie, avant que vous nous racontiez cette histoire? Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie, tout ce que vous pratiquez aujourd'hui? Tout. Comment moi je vois la vie, comment je la vis au quotidien. Mon niveau de stress et d'anxiété, enfin, je sais pas, moi je dois être sur une échelle de 0 à 10, je dois être à 2 ou 3. C'est vrai. Mais bien sûr, j'ai des enfants, j'ai un petit garçon, c'est un vrai pirate, il va avoir 4 ans. Bien sûr que j'ai du stress, ça ne veut pas dire que j'ai plus de stress, mais je l'appréhende plus de la même façon. Et ça monte plus à 8-10, quoi. Enfin, parce que je prends conscience qu'il y a du stress qui arrive et je réagis tout de suite. C'est-à-dire que vous arrivez à gérer maintenant ça. Voilà. Avec vos outils. Et il y a moins de situations stressantes aussi parce que j'appréhende la vie de façon différente. Donc, mon niveau de stress, voilà. Et puis, j'ai fait un gros travail sur moi aussi parce que pour guérir les autres, il faut se guérir soi-même. Donc, ça n'a pas été facile. Vous me demandiez tout à l'heure si l'éveil s'est fait dans de bonnes conditions. Parfois, il y a des blessures émotionnelles, des traumas qui reviennent, qu'on doit aussi traiter. Il faut prendre conscience de ça. Ouais. Et parfois, on se prend une grosse claque. Je pense aussi, c'est peut-être pour ça qu'il y a beaucoup de gens aussi qui freinent un peu avant de se lancer ou de se dire, même s'ils ont conscience qu'il y a des choses qui ne vont pas en eux, cette appréhension de se dire « je vais faire face à quelque chose, il faut que je l'assume ». Mais moi, je pense qu'il y a un timing, dans notre propre guérison, en fait. Et si moi, mon éveil, il est venu à 38 ans, c'est qu'avant, je n'étais pas prête et que j'avais des choses à apprendre. Parce que quand on médite, quand on se reconnecte à soi, oui, il y a des choses qui vont remonter et des choses qu'on doit guérir pour pouvoir avancer, pour pouvoir continuer. Et si ça vient à un tel moment, c'est parce qu'avant, ce n'était pas le bon moment, on n'était pas prêt, c'est tout. Et donc, il ne faut pas trop se mettre la pression. Je pense que la vie fait bien les choses, il n'y a pas de hasard. Et parfois, oui, on va mettre un thérapeute sur votre route ou un magnétiseur ou un psychologue ou n'importe qui, mais parce que ça sera le moment, voilà. Et puis après, ça s'enchaîne. Est-ce que dans votre parcours, vous avez entraîné tout le monde là autour de vous, votre mari? Non, il n'est pas du tout dans... Non. Oh non. Non, bon. Il en aurait besoin peut-être, oui. Alors oui, mais c'est toujours les cordonniers les plus mal chaussés quand même, en l'occurrence. C'est vrai que on fait tous notre chemin à notre rythme. Et c'est nous qui décidons d'avancer ou d'accepter ou d'ouvrir les yeux, etc. Et donc, je peux forcer personne. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc non, ça c'est une des choses les plus difficiles, je vais dire. Mais ce que je trouve, pour un thérapeute, j'ai le sentiment en tout cas, il y a presque une frustration de se dire, vous connaissez les bienfaits de la pleine conscience, de la sophrologie, du magnétisme, et quand vous avez en face de vous quelqu'un qui vous est proche et que vous aimez et qui n'a pas conscience de ça, ça doit être difficile quand même. Vous ne pouvez rien faire pour lui s'il n'est pas ouvert à ça et enclin à ça. C'est ça. Oui, c'est assez frustrant, mais encore une fois, avec cette pratique de la pleine conscience et d'acceptation, c'est vrai. J'accepte que je peux, je peux pas le forcer, je dois respecter son rythme à lui. Mais c'est vrai que oui, c'est frustrant parce que des fois, je me dis, si je pouvais lui faire un soin énergétique, il se sentirait beaucoup mieux. Mais je ne peux pas. Mais il ne veut pas. Bon, on peut pas faire de soin énergétique. Pour terminer, Ludivine, juste une anecdote
anecdote. Alors, est-ce que vous avez souvenir de quelqu'un que vous avez accompagné, d'un avant-après qui vous a vraiment touché, où vous avez vu une transformation, une métamorphose presque, une évolution, une belle évolution dans son être? Alors, de manière générale, pour ceux qui me consultent pour le stress et l'anxiété, je ne veux pas paraître prétentieuse, mais souvent, c'est toujours, enfin, le stress et l'anxiété, ça disparaît assez rapidement. Mais sinon, oui, j'ai une patiente ou cliente que je suis depuis 1 an et demi. Et on a bien évolué toutes les deux en même temps. Au début, j'étais uniquement sa sophrologue. Et ensuite, on a fait de la méditation, de la pleine conscience, puis du magnétisme, soins énergétiques. Et aujourd'hui, cette personne a appris aussi à lâcher prise. Voilà, elle a des problèmes avec son fils, par exemple. Ça ne veut pas dire que les problèmes sont résolus, mais elle les appréhende d'une autre façon. Et aujourd'hui, c'est elle qui développe des capacités sensorielles, clair-ressenti, clairvoyance, clairaudience. Et ça arrive de plus en plus. Des personnes que j'accompagne au départ pour du stress ou de l'anxiété et qui en fait sont au début du chemin voilà, de leur éveil et puis qui vont guérir et ensuite qui eux aussi développent certaines choses. Donc, En tout cas, c'est passionnant de vous écouter. L'accompagnement de Ludivine Thénard, évidemment, avec la prise de conscience, la reconnexion à soi, la guérison de l'âme en soins énergétiques, l'accompagnement vers le changement, cette prise de conscience qu'on doit parfois avoir, sans essayer d'aller la chercher en permanence, quoi. Elle arrive. Et quand elle arrive, il faut en prendre conscience, pour le coup. Bon. Et si vous avez envie de rentrer en contact avec Ludivine, vous avez autour de cette vidéo l'intégralité de ses réseaux et l'intégralité de ses contacts pour pouvoir justement essayer de retrouver un peu de sérénité. Est-ce que 2024, à votre avis, ce sera une année de sérénité ou pas? Apparemment, c'est une année d'abondance. Bon. Donc, voilà, 2023, c'était une année qui secouait. Et 2024, on est censé récolter ce qu'on a semé. Exact. C'est ce que j'ai entendu aussi. Bon, bah écoutez. Donc, moi, j'ai hâte. Bon, bah, parce que j'ai beaucoup semé. Moi aussi. Très clairement. Planté. Merci infiniment, Ludivine. Merci beaucoup. Marc. Merci. Et puis, on se retrouve très, très vite, évidemment. Vous commentez, vous partagez. Prochain portrait index dans quelques minutes. À tout de suite.